Merci beaucoup pour l'invitation. Alors moi, j'ai choisi de faire un peu de poésie, d'adapter le titre. Voilà, donc le titre original était Les grands oubliés de la pharmacologie. Je ne suis pas d'accord, parce que j'y pense tous les jours. Je n'oublie pas les transporteurs. Et moi, je voulais vous les rapprocher. Donc, où sont les transporteurs? Ils seront pour vous plus jamais loin des yeux, plus jamais loin du cœur. 3 vers 6 pieds. J'ai travaillé dans le RER. Donc, je vais vous parler de pharmacocinétique. Quand on parle d'exposition en pharmacocinétique, on prend ce qu'on a. Donc, certes, les techniques de détection s'améliorent, mais globalement, on a besoin d'extraire du patient une matrice sur laquelle il va pouvoir être fait des dosages. Et la matrice qui nous permet d'apprécier un aspect dynamique au cours du temps et en rapport avec la cinétique du médicament, c'est le sang. Donc, on peut prélever le sang, on peut doser dans des cellules, on peut doser le free, ce qui est lié au protéine spectrique, on peut doser dans les urines. Donc, on a déjà beaucoup d'informations et déjà des informations cruciales en toxicologie qui permettent d'apprécier si on est dans la marge thérapeutique d'utilisation de médicaments, si on est en dessous, donc là c'est une problématique de pharmacologue, d'interniste, ou au-dessus, ou c'est aussi une problématique d'interniste, mais où en tant que toxicologue, vous pouvez intervenir. Et même lorsque on donne la même dose ici d'un inhibiteur tyrosine kinase, c'est l'erlotinib, un même médicament, la même dose à toute une population de patients, on a une dispersion qui est absolument stupéfiante. Et ce qui nous fait dire quand même qu'il existe des mécanismes qui font qu'une même dose ne donne pas la même concentration chez les mêmes patients. Et lorsqu'on regarde de près, d'un point de vue un peu macro, ce qui conditionne la cinétique d'un médicament, c'est-à-dire les phases d'absorption, de distribution, de métabolisme, d'élimination, d'un point de vue mécanistique, à chaque fois, on a des barrières à franchir. À chaque fois, chaque étape de cette pharmacocinétique, le médicament, ses métabolites, passe les barrières. La barrière intestinale, ça rentre dans l'hépatocyte, donc l'hépatocyte, la sécrétion biliaire, l'élimination biliaire. À chaque fois, on franchit des barrières. Et donc, on peut légitimement penser que ces barrières-là ont un impact sur la cinétique, c'est-à-dire que finalement, le franchissement des barrières pourrait être une variable de la pharmacocinétique chez l'homme et expliquer parfois cette variabilité pharmacocinétique qu'on mesure dans le sang. Donc cette variabilité dans le sang, on la mesure que pour certaines barrières. Donc les barrières, par exemple, l'absorption, lorsqu'on augmente l'absorption, on augmente les concentrations sanguines, etc. Mais au niveau de certaines barrières, le volume de distribution d'un organe, par exemple, cible ou d'un organe vulnérable, le cerveau, une tumeur dans le cerveau, est trop petit pour avoir des répercussions sur la cinétique plasmatique. Et donc, on la détecte pas. Donc, le rôle de ces franchissements de barrières est totalement invisible et ne peut pas être perçu par la pharmacocinétique plasmatique. Donc, tout l'intérêt tout un pan de recherche sur la biodistribution de la pharmacocinétique tissulaire, c'est d'essayer de comprendre les mécanismes qui font que le médicament passe du sang vers le tissu cible ou vers le tissu vulnérable pour exercer une toxicité et sans impact sur la pharmacocinétique sanguine. Donc pour ça, on a accès à des outils très expérimentaux, des animaux, à qui on injecte des médicaments et on découpe, en sacrifiant des coupes à des temps. Je ne m'attarderai pas dessus aujourd'hui. En fait, on a ces animaux, on a ici des modèles dont l'objectif est de recréer in vitro une barrière biologique pour étudier in vitro le transport des médicaments à travers ces membranes, et ensuite reconstruire ce qu'on appelle un modèle PBPK, Physiologically Based Pharmacokinetic Model, dans le but est, à partir de ces données animales et vitro, de simuler le devenir du médicament dans un organisme humain. Donc tout ça est un sujet de recherche extrêmement vaste, intéresse aussi bien l'industrie pharmaceutique que les académiques. On a besoin de mesurer des données chez l'homme à un moment. Et pour cela, on va aussi avoir recours à des techniques non invasives, comme celle que vous a présentée Denis tout à l'heure. Donc le passage des membranes biologiques, depuis 60, 70, 80 ans,
on avait une théorie un petit peu très très satisfaisante d'un point de vue intellectuel, qui est celle de la diffusion facile. C'est-à-dire qu'une molécule, il suffisait qu'elle soit un petit peu lipophile, mais pas trop, assez neutre, d'un poids moléculaire acceptable, et on se disait qu'elle peut passer les membranes biologiques, tout simplement. Alors on avait des petits éléments qui nous suggéraient qu'il existait des systèmes de transport facilités, donc déjà des systèmes de transport moléculaires qui permettaient le passage des membranes. Bien, aujourd'hui, on sait qu'au niveau de toutes les interfaces biologiques de l'organisme vivant, humain, même animal, même végétal, il existe des systèmes de transport qui vont réguler le passage des xénobiotiques à travers les membranes biologiques. Des systèmes de transport dits d'influx qui permettent le passage et des transports d'efflux qui vont empêcher le passage en reconnaissant les molécules et en les rebalançant du côté où ils arrivent toujours du même sens. Et le premier exemple en pharmacologie frappant, dans les années 70, c'est des Canadiens qui ont découvert ça au niveau de cellules tumorales, qui ont appelé ça la multidrogue résistance, qu'on connaît tous. On ne l'avait pas du tout identifié d'un point de vue moléculaire. Donc, ils se sont rendus compte quand même qu'il y avait des systèmes de transport des flux qui empêchaient les anticancéreux de rentrer dans les cellules et qui empêchaient les anticancéreux d'être anticancéreux. C'est que dans les années 90 que M. Schinkel, un Hollandais, s'est intéressé à la protéine qu'il appelait RMDR, donc multidrogue résistance, qu'il a appelé ensuite P-glycoprotéine, P pour perméabilité, qui passe les membranes, et il a créé des animaux mutants qui sont déficients sur le gène de la PGP, donc des animaux qui n'expriment pas la PGP des souris. Il y a eu une infection, un ver dans son animalerie, donc ils ont traité l'argamanu, toute l'animalerie avec de l'ivermectine, qu'on connaît tous bien en ce moment, et tous les animaux déficients sont morts. Et pourquoi? Parce que l'ivermectine est un neurotoxique puissant, et ce n'est pas un neurotoxique pour la plupart des organismes animaux grâce à la PGP. Si on nous enlève la PGP, l'ivermectine est un puissant neurotoxique. D'ailleurs, tous les vétérinaires savent que si on les collait, il ne faut surtout pas leur donner de l'ivermectine, sinon ils meurent tout de suite. Pourquoi? Parce que les collets génétiquement n'expriment pas la P-glycoprotéine. Même chose pour le lopéramide, on ne donne pas de lopéramide, qui est un puissant opioïde. Et en fait, voilà, donc ce qui nous différencie ce médicament du poison, c'est une protéine de transport, la P-glycoprotéine. Donc Schinkel avait fait cette observation très finalement toxique avec des indications pharmacocinétiques, et maintenant le rôle de la PGP se dessine clairement. Donc on voit bien que cette protéine limite l'absorption en étant exprimée au niveau intestinal, favorise l'élimination en étant exprimée au niveau rénal et hépatique, et surtout protège des organes sanctuaires, les gonades, le placenta, le cerveau. Donc finalement, cette protéine a presque un rôle, on peut parler d'intelligence moléculaire, mais ça traite quand même à question, le but de détoxifier, d'empêcher l'entrée du médicament, favoriser son élimination et empêcher de rentrer dans les tissus. Donc c'est très bien pour l'ivermectine, c'est très bien pour le pyramide, c'est beaucoup moins bien pour les anticancéreux lorsqu'on veut aller taper dans un organe particulier. Donc aujourd'hui, avec la protéomique et toutes les techniques analytiques pour essayer de profiler les expressions des transporteurs au niveau des différents tissus, là on arrive à une cartographie assez précise des transporteurs importants, dits d'importance pharmacocinétique au niveau de toutes les interfaces biologiques. Donc en particulier, ce qui intéresse le plus les pharmacologues, donc le niveau intestinal, le niveau hépatique, rénal, le cerveau et la tumeur. Ces transporteurs, les répercussions, au moins, vous allez me dire, pour l'intestin, le foie et le rein, on peut, par de l'APK plasmatique, identifier le rôle de ces transporteurs.
Alors, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on peut inhiber ces transporteurs de manière pharmacologique, on en connaît des inhibiteurs, et voir les répercussions que ça a sur les cinétiques sanguines. Le problème, c'est qu'en fait, tout ça marche parfaitement de concert. En fait, les molécules sont littéralement dirigées, vectorisées dans l'organisme par ces systèmes de transporteurs qui en contrôlent le devenir. Et des inhibiteurs et les substrats accrochent à très nombreux transporteurs, si bien qu'il est strictement impossible de deviner qui fait quoi dans les cinétiques sanguines. Il faudrait avoir accès à des outils qui permettent d'isoler le rôle d'un transporteur ou d'isoler, à la limite, une interface biologique des autres. C'est un peu des questions de risque et d'interaction médicamenteuse, parce qu'il existe des inhibiteurs et des substrats des transporteurs, d'un rôle de la pharmacogénétique de ces transporteurs et de leur importance dans la variabilité pharmacocinétique entre les individus. Donc, pour répondre à ces questions, je reprends le témoin laissé par Dominique tout à l'heure. L'imagerie PET permet de marquer certaines molécules, donc la buprenorphine dont il parlait, qui rentre bien dans le cerveau, qui se fait dans les régions qui m'intéressent. Donc, vous voyez, permet de marquer certaines molécules, de travailler en plus avec des microdoses et donc de ne pas induire de toxicité. Donc, on peut suivre le médicament, on injecte quelques milligrammes. C'est quantitatif, donc on peut faire de la pharmacocinétique. Par contre, ça souffre d'une faible disponibilité qui est liée au coût, c'est vrai, et d'une résolution spatiale qui n'est pas terrible. Donc, la chimie, en ce moment, et au laboratoire, on a des substrats de transporteurs pour étudier leur distribution. J'ai mis 3 exemples ici de distribution de médicaments chez l'homme. Donc, le vivanclamide, le daomil, élimination hépatique, passage cérébral un peu nul. L'erlotinib aussi, élimination hépatique, biliaire, passage cérébral nul, la buprenorphine, élimination hépatique, c'est métabolique des urines, et un passage cérébral qui est pas mal. Donc, on peut constater la biodistribution d'un médicament chez l'homme, et vous êtes des cliniciens, j'essaye de tendre vers les données cliniques, mais on peut essayer aussi de comprendre cette distribution, les mécanismes de cette distribution. Donc, au niveau de la barrière hémato-encéphalique, les 2 protéines des flux les plus importantes sont la P-glycoprotéine, que vous connaissez bien maintenant, et la breast cancer resistance protéine. Donc, qui contribuent, ça fait une couche supplémentaire de protection à cette barrière hémato-encéphalique qui est déjà assez fermée parce que les molécules ne passent pas bien entre les cellules, voire pas du tout. Et même si elles pouvaient passer, il y a un grand nombre de molécules sont substrats de la PGP et de la PCRP, ce qui fait que ça ne rentre pas. Donc, on a une barrière qui est à la fois physique et fonctionnelle, si bien que dans les médicaments qu'on connaît tous aujourd'hui, il y en a à peine 2% qui passent vraiment la barrière hémato-encéphalique et qu'on pourrait utiliser pour développer des médicaments. C'est un goulot d'étranglement important. Eh bien, pour faire la preuve du rôle de la PGP chez l'homme, ça a été particulièrement difficile et la preuve la plus convaincante, elle n'a que 15 ans, ça commence à faire maintenant. Et puis une équipe, donc ça fait 15 ans que je raconte les mêmes histoires et à l'époque c'était absolument innovant. Bon, il va falloir que je fasse quelque chose. Donc voilà, c'était une équipe américaine de Seattle qui a marqué ce qu'on pensait être le meilleur substrat de l'époque, le verapamil. Ils avaient tort, mais bon, on ne savait pas. Ils ont marqué au carbone 11, ici. Ils l'ont injecté à des volontaires. Ils ont regardé la distribution cérébrale, elle n'était pas très élevée. Ensuite, ils ont injecté un inhibiteur de la PGP, la cyclosporine, qu'on pensait être le plus puissant de l'époque. Ils avaient tort, mais ils ne savaient pas. Et ça a augmenté le signal cérébral, cinétique. Et donc là, finalement, on avait la preuve du rôle de la PGP, qui était bien caractérisé chez la souris chez l'homme. Seulement, ce verapamil, vous savez, c'est un substrat du 3 à 4, ça fait plein de métabolites. Voilà, on est vraiment dans la dirty drug. Ce qui fait que le signal qu'on mesure dans le cerveau, on ne sait pas si c'est du verapamil ou si c'est l'un de ces 5 ou 6 métabolites, ou une soupe métabolique ici qui est absolument ininterprétable. Et ça, ils ne le savaient pas. Donc, néanmoins, il y a eu des résultats très intéressants. Et là, pour moi, un résultat assez important, c'est la comparaison avec la même méthode de l'homme et du rat, du rongeur. On a montré que si on augmentait le passage cérébral du verapamil d'un facteur 11 chez le rat, il était augmenté à peine d'un facteur 3 chez l'homme. Ce qui pouvait nous faire dire
que la PGP, finalement, avait un rôle moindre chez l'animal et que l'animal surestimait largement l'impact neuropharmacocinétique et neurotoxicologique de la PGP. Et ça s'explique bien par des différences d'expression protéique de la PGP entre l'homme et l'animal. Nous, notre recherche porte sur la neuropharmacologie et on ne voulait pas donc, ces molécules qui soient un peu on-off, rentrent pas de manière un petit peu binaire. Et lorsqu'on regarde les médicaments qui sont sur le marché, et notamment les psychotropes, énormément sont des substrats dits faibles de la PGP. Substrats faibles, ça veut dire que certes, ils sont substrats de la PGP in vitro, mais ils rentrent quand même dans le cerveau à travers la VHE. Donc ces médicaments-là, il y en a énormément dans les antipsychotiques, les antiépileptiques, les antidépresseurs, il y a le primpéran, le méthoclopramide. Voilà, donc tout ça, c'est les substrats faibles de la PGP. Et finalement, sur ces substrats-là, on faisait tous l'hypothèse qu'ils avaient un tel potentiel de diffusion passive que la PGP jouait un rôle absolument négligeable dans leur neuropharmacocinétique. Donc, qu'à cela ne tienne, on a demandé à Fabien Caillet d'essayer de radiomarquer le méthoclopramide, le primpéran. Alors, pourquoi celui-là? C'était radiomarquable. Ça n'a pas été beaucoup plus loin que ça dans le raisonnement. Et on a eu la bonne surprise lorsqu'on fait une HPLC dans le plasma, donc c'est métabolisé, le méthoclopramide, il y a des métabolites, mais les métabolites ne passent pas du tout la barrière attensionnelle, ils sont beaucoup plus dangereux. Ce qui fait que le signal qu'on mesure dans le cerveau est plus long, donc interprétable, ce qui n'était pas le cas du verapamil. Et chez le rat, lorsqu'on inhibe la PGP, on augmente le passage cérébral de manière, donc ça marchait longtemps. Et puis ensuite travailler sur des modèles, sur le singe, la barrière ressemble beaucoup plus à celle de l'homme. Puis chez des volontaires sains avec nos collègues autrichiens, et là on est aujourd'hui chez des patients, une étude qui a démarré cette année pour étudier l'importance de la PGP dans le phénotype de pharmacorésistance chez les patients épileptiques. Donc, lorsqu'on regarde le rôle de la PGP, puisqu'on a une approche qui est cinétique, on peut faire des modèles cinétiques, des modèles de complexité dingue à 2 compartiments, avec 2 constantes. Donc, lorsqu'on inhibe la PGP, on augmente le gain de manière assez modérée, c'est même pas significatif chez l'homme, ça l'était chez le singe, mais surtout, on diminue la pente d'élimination du cerveau vers le sang. Et ça veut dire, ça nous change un peu notre perception du rôle de la PGP. Donc, on pensait qu'elle contribuait au phénotype de barrière hématoencéphalique. On sait aujourd'hui qu'elle a aussi un rôle de clairance, du cerveau vers le sang. C'est-à-dire même qu'une fois que le médicament, le toxique, est dans le cerveau, la PGP fait tout pour créer un flux d'élimination. On travaille avec beaucoup d'oncologues qui essayent de faire passer des anticancéreux dans le cerveau à travers de ces PHE. Et les inhibiteurs de tyrosine kinase, par exemple, le erlotinib, l'ifetinib, etc., sont tous substrats à la fois de la PGP et de la BCRP, si bien qu'ils ne rentrent pas du tout dans le cerveau. Là, vous avez une image du patient qui était venu au laboratoire, vous voyez l'erlotinib. La tumeur, ça rentrait bien dans la tumeur, mais pas du tout dans le cerveau. Ça explique pourquoi on a des métastases cérébrales qui apparaissent souvent au bout de quelques années, malheureusement, de traitement d'une tumeur principale souvent bien contrôlée chez les patients qui ont du cancer du poumon dans la petite cellule. Et chez l'animal, lorsqu'on a des animaux qui sont à la fois KO et PGP et BCRP, parce que l'inhibition de l'un ou l'autre ne suffit pas, on augmente significativement le passage cérébral. Donc c'est une approche qu'on a essayé de valoriser chez le primate. On a montré que les flux de l'erlotinib par les transporteurs étaient saturables. Déjà, quand on met des fortes doses, on commence à avoir un passage cérébral qui est significatif. Et lorsqu'on inhibe la PGP et la BCRP par une molécule chimique, il n'y a pas malheureusement d'utilisation chimique validée aux doses où on l'a utilisé, eh bien, on fait littéralement sauter le caractère sanctuaire du cerveau par rapport au tissu environnant. Le singe a plein de muscles là autour de la tête. Mais les oncologues, voyant ça, disent oui, mais c'est pas un problème puisque la barrière est lésée. Lorsqu'il y a des tumeurs, qui est transporteur ou pas, finalement, peu importe, vu que la barrière n'est pas intègre. La preuve, quand on fait une IRM avec un produit de contraste, on voit le passage cérébral des produits de contraste. Donc, du coup, ça posait la question de la fonction des transporteurs dans un contexte de barrière lésée.
Donc on a contacté des collègues physiciens qui arrivent à ouvrir la barrière strictement où ils veulent dans le cerveau grâce à des flux d'ultrasons contrôlés avec des microbulles. C'est un peu... Enfin, je ne comprends rien à ce qu'ils font, mais en tout cas, ça marche très bien. Ils ouvrent exactement où ils veulent. Là, c'est des bleus et blancs. Tout le monde leur a demandé de faire une ouverture intéressante du PK, c'est-à-dire bien large, en adéquation avec le PET, bien localisée, comme ça on peut comparer la gauche et la droite, etc. Voilà. Donc les animaux, ça c'est la distribution cérébrale de l'erlotinib. Lorsqu'on inhibe les transporteurs, ça rentre beaucoup mieux dans le cerveau. Et en fait, lorsqu'on a fait les ultrasons, donc cette ouverture ici, ça n'a absolument rien changé. Donc ça a montré, et lorsqu'on faisait l'inhibition et l'ouverture, ben, on se retrouvait à la même stade que l'inhibition seule. Donc ça montre, de manière complètement caricaturale, parce que l'ouverture est quand même très franche, que pour certaines molécules, l'ouverture physique de la VHE n'a aucun impact sur leur passage cérébral, puisque c'est les transporteurs des flux, ils sont toujours actifs au niveau de l'interface sans cerveau. Et donc le facteur limitant la distribution cérébrale de l'erlotinib, c'est son transport, et pas ses propriétés physico-chimiques. Ces toutes dernières années, l'industrie pharmaceutique se pose beaucoup de questions sur le rôle des transporteurs dans l'hépatotoxicité. Donc, lorsqu'on prend un hépatocyte, il y a des transporteurs au niveau du pôle sinusoïdal, un flux et des flux, des enzymes de métabolisme primaire, secondaire, et ensuite des transporteurs plutôt vectorisés, plutôt unidirectionnels, qui vont de l'hépatocyte vers la bile. Et en fait, lorsqu'on parle de fonction hépatique, en fait, c'est ces transporteurs qui travaillent, ils transportent les sels biliaires, mais aussi les médicaments. On a besoin d'outils en fait, pour décortiquer un petit peu tout ce qui se passe, donc les transporteurs indépendamment des métabolites, etc. Pour comprendre en quoi il y a de la réalité PK, et aussi essayer de prédire ce qu'on appelle le drug-induced liver injury, c'est-à-dire les toxicités. Donc pour ça, on n'a pas été chercher très loin. En fait, depuis les années 80, tous les services de médecine nucléaire font des scintillés hépatiques. Et personne ne s'est posé la question de pourquoi, lorsqu'on injecte ce traceur, tous les services de médecine nucléaire en font régulièrement, et bien, ils ne savaient pas pourquoi on voyait le foie et rien d'autre sur l'image. Et puis ça ne posait aucun problème. Voilà. Mais en fait, ça fait très peu de temps qu'on sait que ça rentre dans le foie parce que ces substrats des OATP, qui sont des transporteurs hépatiques, et on sait aussi que ces substrats d'un transporteur des flux, ici. Donc, en fait, ça rentre dans le foie par les OATP, c'est sécrété dans la bile par MRP2. Donc ça, c'était parfaitement caractérisé. Et donc, on a aujourd'hui des modèles qui permettent de comprendre la cinétique dans l'image et de décortiquer le rôle de tous ces trois transporteurs de manière parfaitement indépendante. Et en plus, ce n'est pas métabolisé, donc on n'est pas embêté, surtout au niveau du foie où il y a tous les cytochromes, par le métabolisme de cette molécule. Donc on l'a utilisé d'abord chez rats, il faut commencer par ce qu'on peut faire. Sur une caméra clinique, c'est-à-dire qu'on a été dans le service de médecine nucléaire avec le rat, quand les patients étaient partis évidemment, et on a pu comparer donc, la cinétique du hépatique, c'est ici de la néphrophénine, la molécule marquée, en situation normale, et lorsqu'on inhibe les transporteurs et la rifampicine, ça inhibe très bien les OATP et NRP. Et donc, lorsqu'on inhibe les transporteurs, vous voyez la normale en vert, on bouleverse littéralement la cinétique hépatique et sanguine de la molécule. Donc, on a testé plusieurs molécules, et notamment la cyclosporine à très faible dose. Donc, c'est vraiment une dose en dessous de la résiduelle. Hein. Chez les patients, bon, je pense que c'est des niveaux de taux sanguins qui sont atteints chez tous les patients. Et on a remarqué que ça éteignait littéralement MRP2, c'est-à-dire la sécrétion biliaire, sans toucher à la capacité d'un flux. Donc, la conséquence, c'est l'accumulation du traceur, qui est un substrat type, dans le foie, donc qui est beaucoup moins éliminé au niveau biliaire. Donc, juste, on a ciblé finalement l'inhibition au niveau d'un pôle de l'hépatocyte. Aussi, on peut considérer que les patients sont malades, et donc on ne ressemble pas du tout à des bonnes personnes qui sont utilisées pour l'étude de PK. Du coup, on a regardé si un modèle
de sepsis, il faut ajouter du FPS à des rats, avait des répercussions pharmacocinétiques. Et en récupérant des rats, donc nos collègues de Rennes, Olivier Fardel, ont fait de la transcriptomie qui a montré que l'expression des transporteurs était littéralement écroulée au niveau des hépatocytes, et en particulier l'MRP2. Donc l'expression est vraiment chaussette. 24 heures à peine après une dose unique de LPS. Donc on a pu regarder la cinétique chez des animaux, des rats sains et des rats endotoxémiques, et on voit qu'il n'élimine plus, c'est-à-dire que le traceur s'accumule dans le foie et on perd la capacité de s'éliminer. Donc ce qui a des répercussions sur l'exposition plasmatique, certes, mais surtout sur l'exposition hépatique. Donc c'est quelque chose qu'on essaie d'étudier chez l'homme, et on travaille aujourd'hui sur le rôle de ces transporteurs d'influx au niveau d'autres organes que le foie, donc les OATP qui sont d'abord au niveau du foie, on a plein d'outils. Néanmoins, on les détecte au niveau de plein d'autres interfaces biologiques. Donc on peut faire l'hypothèse très raisonnable qui joue un rôle dans l'influx des médicaments. Donc le passage d'un médicament à travers les organes cibles et vulnérables pourrait être contrôlé par les transporteurs. On a choisi de marquer le glibenclamide, l'urite, c'est la même chose, pour en étudier la distribution chez l'homme, surtout qu'on pense que ce médicament, dans certains tissus, là c'est le tissu myocardique, par des mécanismes d'influx. C'est typiquement une étude qu'on a terminée d'ailleurs très récemment. Donc le sujet vient. Le matin, on fait une imagerie baseline, on a la distribution normale du médicament. En plus, on l'a choisi exprès aussi parce qu'il est très peu métabolisé pendant la durée de l'examen. Donc l'image aussi est clean d'un point de vue métabolique, on sait ce qu'on regarde. Et l'après-midi, on refait l'examen après une injection d'une dose unique de rifampicine, et vous voyez, ça change complètement la cinétique hépatique du traceur. Il y a des physiciens dans l'équipe qui essaient de reconstruire une image, dite, là où ces images finalement, c'est la radioactivité par volume à chaque point, faire une image dite paramétrique, c'est-à-dire que là, l'image qu'ils ont, c'est le K1, c'est-à-dire la constante d'influx du sang vers le tissu. Et donc, finalement, là, l'image qu'on a, c'est les régions où les OATP jouent un rôle dans le bec. Donc, on a le foie qui est très dominant, mais on distingue aussi le myocarde, où on a aussi détecté des OATP. Donc, voilà, c'est une approche qui, je pense, a un avenir dans le développement du médicament, en plus de la recherche fondamentale, puisque on essaie de réduire le recours à l'expérimentation animale, et qu'en fait, en termes de coûts, mine de rien, certes, c'est un investissement, mais on a des données cliniques très vite, parce que c'est ce genre d'études qu'on peut monter en 6 mois, parce que c'est des microdoses, et une législation sur les microdoses est très facile. Donc voilà, donc pour conclure, je vous dirais que l'imagerie translationnelle permet de révéler ce qu'on appelle des facteurs piqués blind qui échappent à la pharmacocinétique plasmatique, aux cliniques habituelles, et d'expliquer le rôle des transporteurs vraiment à l'échelle du tissu, et finalement d'avoir des données cliniques très précoces et corps entier chez les patients. Donc tout ça dépend d'un input technologique, mais dépend aussi des questions cliniques qui drive littéralement les projets à Orsay. C'est-à-dire que finalement, une bonne question, si on a un petit peu à répondre, on obtient des bons résultats. Je remercie mes collègues. Voilà, donc une photo que j'ai retrouvée de Dominique au fond de l'écran, mon collègue de Vienne, et je vous remercie pour votre gentille attention. Merci.